s'il y a eu ces problèmes-là, c'est la faute de l'école. Donc déduction logique, c'est si l'école est le problème, elle est aussi la solution. L'éducation, c'est l'un de ces domaines où absolument tout le monde a un avis. On a cette possibilité de l'éducation populaire gratuite pour tous, 24 heures sur 24, permanente, qui est formidable, toute la science à portée de clic. Mais est-ce qu'on s'en saisit correctement ? Et pour moi, c'est aussi ça le rôle de l'école et des adultes. Puzzle, un podcast du service recherche de l'INSPE de l'Académie de Lille Hauts-de-France. Épisode 8. Fais pas ci, fais pas ça. Dans l'épisode précédent, nous avons abordé le rapport à l'avenir des adolescents avec Kevin Dieter, maître de conférences en sociologie au CLERC de l'Université de Lille et enseignant à l'INSPE Lille Hauts-de-France sur le site de Douai. Nous avons remarqué que la capacité à se projeter, la perception et la vision du futur peuvent être socialement et sexuellement très différenciées selon les jeunes. Dans cet épisode, voyons à présent ensemble comment les origines sociales de ces adolescents jouent sur leur rapport à l'avenir. Quel est le rôle et l'influence de leurs parents, de leur éducation ? Comment les adolescents se saisissent-ils de leur environnement social et familial pour penser leur avenir ? Bonjour Kevin, pourrais-tu nous dire comment se construit habituellement le rapport à l'avenir chez les enfants et les adolescents ? Bonjour, oui, tout à fait. Alors, il y a principalement dans la littérature, quand on regarde sur la fabrique du rapport à l'avenir et au futur des jeunes, deux types de variables qui sont mobilisées. Il y a tout d'abord ce qu'on appelle les styles d'éducation familiale qui recouvrent, on le verra plus tard, mais plusieurs dimensions de la manière dont les parents parlent, discutent, aussi la chaleur qu'il y a entre eux et leurs enfants dans la production d'un rapport au temps particulier. Puis il y a aussi la deuxième instance de socialisation majeure qui joue sont les pairs, PIRS, et notamment à cet âge-là, les amis et les amours. Et moi, avec Claude Martin et Marine, on a surtout essayé de voir le rôle des parents, puisque c'était ce qui nous intéressait au sein de la chaire. Et donc, on a essayé de mettre en relation les types d'éducation ou styles qu'on appelait éducatifs avec les différents avenirs des ados. Du coup, quelles explications peut-on donner aux différents rapports à l'avenir des adolescents et des adolescentes interrogés dans ton enquête, en lien avec les éducations qu'ils et elles ont reçues ? Alors, donc, un des résultats majeurs qu'on a retrouvé, ou en tout cas qu'on a mis en lumière avec cette enquête, c'est que pour chaque vision ou style de rapport à l'avenir, il existe un style éducatif familial. Donc, à l'intérieur de chacun de ces styles, il y a des rapports entre parents et enfants qui sont particuliers et qui vont amener les enfants à s'intéresser à des thèmes spécifiques dans leur avenir et aussi une manière spécifique de les questionner, être plus ou moins serein, être plus ou moins anxieux. Et donc pour revenir sur le premier style éducatif qui était centré sur la réussite scolaire, en fait là c'est je sais pas comment dire ce style-là, mais ce serait le pire qu'on puisse imaginer, c'est-à-dire l'enfant, les adolescents sont extrêmement contrôlés par leurs parents. La seule chose qu'ils doivent faire, et qui est important pour leurs parents et qui vont être justement importants pour eux, c'est la réussite scolaire. Là, il y a un contrôle extrêmement fort de leur sociabilité amicale et amoureuse. D'ailleurs, ce sont elles et eux qui déclarent le moins d'amis et le moins d'amoureux. Et en fait, c'est eux et elles aussi qui ont le moins
accès à, on va dire, à une sociabilité nocturne. Ils sortent très peu. Ils sont en fait toute leur vie est centrée sur l'école. Et le fait que toute leur vie soit centrée sur l'école fait que donc l'enjeu scolaire est quelque chose de très important et ils font montre de ce qu'on appelle un goût de l'effort. Ils ont ils développent un ethos ascétique. Donc un ethos ascétique, c'est une manière de valoriser ou en tout cas de penser le monde social au présent, de le planifier et de faire tout pour maximiser son avenir et sa réussite future et donc on planifie tout, on ne profite pas en fait, des petites choses, des petits plaisirs quotidiens, on remet ça à plus tard et là ce qui importe c'est vraiment l'école et le scolaire. Et donc chez eux, ils ont un avenir, ils ont une vision de l'avenir très anxieuse parce que leurs parents leur ont montré que la chose la plus importante à avoir c'était un diplôme et une profession et donc ils ne pensent leur avenir qu'en termes de réussite scolaire et d'ailleurs ce qui était intéressant c'est qu'on relevait que c'était eux et elles qui avaient le niveau de stress le plus élevé et qui avaient aussi les relations avec leurs parents les plus tendues. Parce que il y avait une demande assez forte de réussite. Donc ça c'est ce qui explique pourquoi une partie de ces ados où leur avenir tout entier est centré sur la réussite à un examen ou à la réussite à un futur concours prend toute leur énergie en fait, toute leur espace mental. Et comme je le disais dans l'épisode précédent, c'était aussi quelque chose qu'on retrouvait vraiment chez les classes moyennes et notamment chez le haut des classes populaires qui ont une trajectoire sociale ascendante, donc qui sont en réussite scolaire et sans doute sociale par rapport à leur milieu d'origine et pour qui l'école est quelque chose de très important et qui vont donc tout faire pour y arriver. Et le contre-coup, c'est le stress et l'anxiété, quoi. À côté de ce style éducatif là, il y a le style éducatif qui est centré sur la politique et là qui est un peu plus lâche. En fait, ici, les ados sont dans une relation un peu plus égalitaire. Pas autant que ceux qu'on verra après, mais plus égalitaire que là où ils sont vraiment l'autorité est forte, c'est les parents qui décident. Eux, en fait, peu importe leur vision à eux, c'est pas ce qui importe. Ce qui importe, c'est la réussite. On verra après. Ils ont le temps d'être heureux, quoi. Ce sera plus tard, une fois qu'ils auront un métier, en gros. Et donc là, dans le deuxième style, c'est pas du tout ça. C'est plus concentré sur un rapport à l'avenir, mais qui serait plus détaché de leurs propres préoccupations quotidiennes et qui irait vers la société dans son ensemble. Et pourquoi ça ? Parce que, en fait, ils ont des parents qui sont très politisés, avec lesquels, même s'ils ne sont pas d'accord, ils parlent énormément d'inégalités sociales, de la situation politique nationale et internationale. Il y a des choses où ils sont quasiment 3 fois plus nombreux en moyenne à parler de ces sujets-là, souvent par rapport aux autres étudiants. Enfin, vraiment, ils sont très investis, y compris dans tout ce qui touche au bouleversement climatique. Et c'est là aussi un des enjeux de tension avec les parents qui, eux, sont un peu plus... qui sont un peu moins intéressés à ce sujet-là. Et en fait, cette politisation-là se renforce aussi dans leurs amitiés et de leur sociabilité. C'est-à-dire que non seulement ils en parlent plus avec leurs parents, mais ils en parlent plus avec leurs frères et sœurs, et donc aussi avec leurs copains et copines. Et ce qui fait que donc, tout leur rapport à l'avenir est centré sur un avenir plus général et sur en fait l'avenir de la collectivité, en fait du nous, mais en tant que groupement humain solidaire. Et
Et ça, c'est vraiment lié au type d'éducation spécifique donc c'est des familles qui viennent des fractions les plus... qui ont un capital qu'on appelle militant important et qui viennent des milieux, donc notamment classe moyenne, classe supérieure, leurs fractions intellectuelles qui se mobilisent beaucoup pour, qui sont notamment dans le service public aussi et qui sont attachés à tout ce qui est d'utilité sociale. Et cette centration sur l'avenir en général plutôt que sur le particulier aussi dénote chez eux d'un moindre intérêt à leur sort spécifique, mais en fait ce moindre intérêt-là s'explique aussi par le fait que ce sont des élèves brillants et brillantes, et qu'ils ils n'ont pas besoin de se préoccuper de leur avenir parce qu'il est pas très... il est pas en danger. Il est pas en danger. Ils ont tout pour réussir et ils font partie... quand je leur demandais de s'auto-évaluer, d'auto-évaluer leur niveau, ils font partie de ceux avec la catégorie d'après qui en tout cas, qui pour eux sont les meilleurs, quoi. Sont les meilleurs en termes scolaires. Donc ensuite vient le troisième style éducatif qui donne lieu à un style ou une représentation de l'avenir particulier qui est l'indépendance. Alors eux ont pour particularité de venir, donc là pour le coup des classes supérieures et notamment de leur fraction un peu plus économique, où là ils sont centrés sur... la négociation et vraiment aussi autonomie de l'enfant. Pour eux, ils interviennent très 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 rarement dans les amitiés de leurs enfants. Ils interviennent très rarement aussi dans leur scolarité, mais encore une fois parce qu'ils n'en ont pas besoin. Eux aussi, comme ceux des précédents, ce sont des élèves brillants. Donc, en fait, ils peuvent se concentrer sur, leur... là, ils ont un rapport aussi plus hédoniste, en tout cas plus lié au plaisir au présent, dans le présent comme dans le futur, mais parce que ils ont tous les moyens, ils ont toutes les ressources pour pouvoir voir venir. C'était vraiment eux, c'est les dominants des dominants. Donc, comme je disais, ils font certes partie des classes supérieures. Là, c'est vraiment classe supérieure, fraction économique, mais on a aussi toute la fraction intellectuelle, tous ceux qui valorisent aussi le bien-être des enfants. Donc, ça, ce serait plus les universitaires aussi, donc les collègues, par exemple, de l'INSPE, mais d'ailleurs aussi, quoi. Qui valorisent ça et qui font aussi que les enfants ont un sentiment d'autorité, de se sentir légitime à faire des choses et qui leur donne en fait une assurance face à l'avenir qui est très très forte. Et enfin, il y avait le dernier pôle qui était donc sur l'avenir comme monde adulte idéalisé. Là, ils ont un style familial que des sociologues appelleraient plutôt familiariste, qui est en fait centré sur la chaleur et la qualité des relations dans la famille. Où là, ce qui importe en fait, et ça c'est plutôt aussi quelque chose qu'on retrouve vraiment chez les classes populaires, où eux n'ont pas pour la plupart d'entre eux, fait des études supérieures, etc. On ne savent pas ce que c'est, et donc en fait, ils font tout pour leurs enfants, pour les mettre dans les meilleures dispositions possibles, pour qu'ils fassent ce que eux peuvent faire pour leur maximum. En fait, le but, c'est pas d'atteindre quelque chose, c'est d'aller le plus loin possible en fonction des goûts. En fait, ils vont tout mettre en place pour que leurs enfants réalisent leurs aspirations.
Donc il y aura un soutien moral sans faille, il y aura un soutien économique sans faille, même s'ils ne peuvent pas, contrairement aux autres parents, les aider, et notamment par rapport au premier où ils discutaient beaucoup de scolarité, et ils surveillaient les devoirs, etc. Eux, c'est pas du tout le cas, ils n'ont pas ce rapport-là à l'école, ils ont plutôt un rapport distant, même s'ils savent que c'est quelque chose d'important, que eux auraient aimé faire, puisque en fait ils ont des regrets, enfin ce que Tristan Poulawec aussi appelle des regrets d'école. Ils savent que c'était la seule manière de s'en sortir, mais ils y sont pas arrivés. Donc là ils font tout pour que leurs enfants s'en sortent. Et donc en fait il y a moins une obligation de résultat qu'une sorte d'obligation de moyens. En fait, on pourrait le dire ça comme ça, où en fait, voilà, tu as fait ton maximum, c'est bien, et puis d'avoir déjà fait ça, c'est très bien, en fait. Ce serait plus l'idée. Et eux, en fait, dans cet univers familial, où aussi le rapport au présent et à l'avenir est un peu différent, c'est-à-dire que chez eux aussi, leurs parents sont plus centrés sur... en fait, le travail n'est pas quelque chose de central, il est quelque chose de périphérique qui permet pour eux de réaliser le truc le plus important dans leur vie, c'est de vivre leur vie et d'être avec leurs amis et leur famille. Et donc, c'est ce qui explique aussi que ces étudiants-là, en fait, veulent, quand on leur demande aussi leur rapport à l'avenir, ils veulent généralement faire des études courtes pour pouvoir avoir un métier qui puisse être rémunéré rapidement pour pouvoir entrer et mettre en place un univers familial et amical basé sur leur relation en fait de fusion entre eux, quoi. Et c'est assez intéressant sur ce niveau-là où ils sont vraiment concentrés sur en fait, ils ont une vision collectiviste, mais plus locale, c'est-à-dire sur leur famille, quoi, famille et amis. Et ça s'explique aussi par vraiment, c'est eux qui disent le mieux s'entendre avec leurs parents, avoir le plus de soutien, où ils discutent le tout de tous les sujets. Et en fait, ils veulent essayer de retrouver de ce qu'ils ont vécu là, ils veulent essayer de le reproduire. Avec ce que tu viens de nous expliquer, est-ce que du coup on peut considérer que le rapport au temps, et en l'occurrence donc à l'avenir pour ces jeunes interrogés, il dit quelque chose d'assez évident du coup sur les inégalités sociales? Ouais. Donc ça a vraiment des conséquences parce que là je montrais que en fait ces styles étaient pas les mêmes puisque il y en a qui viennent de classes populaires, d'autres de classes supérieures. C'est un rapport au monde qui est lié à notre milieu social, mais effectivement ça a des conséquences. En fait, ces rapports-là ont une conséquence sur en fait les projections et la durée, en fait, et là où on voit les limites. Encore une fois, si on reprend de la fin, ceux qui ont le style éducatif centré sur les réalisations des aspirations plus personnelles ou en tout cas familiales, ces rapports au futur là, comme en fait ils construisent aussi, ils se construisent à partir de rapports au présent et de manières de gérer un calendrier, etc., en fait ont des conséquences pratiques sur l'avenir objectif, en fait, sur l'avenir, sur ce qu'il est possible ou pas de faire, sur leur champ du possible et aussi du pensable, en fait. Encore une fois, ils vont pas avoir les mêmes ambitions. Quand on leur demande leur métier, pour ceux qui sont notamment côté au niveau de l'indépendance, etc., ils citent plus que les autres le fait de devenir cadre, quoi, un cadre dans le privé, alors que ceux qui sont plus dans l'idéal ascétique fort, c'est plus dans les classes moyennes et notamment aussi dans tout ce qui serait plutôt où il faut un idéal ascétique fort, c'est-à-dire aussi dans les métiers du professorat, des choses comme ça. Lors des épisodes 5 et 6 qu'on a enregistrés avec Jean-François Condette, nous avons vu que l'école en France a été investie du rôle de réduction des inégalités sociales en visant notamment à être un ascenseur social pour tenter d'assurer une égalité des chances à tous les élèves, même si on a bien vu qu'il restait encore pas mal d'inégalités.
Qu'est-ce que ton étude vient dire, du coup, pour pouvoir peut-être compléter ce dont on avait parlé la dernière fois, sur la façon dont l'école est perçue et mobilisée selon les différentes classes sociales des adolescents? En fait, ce que montre surtout l'enquête, mais qui s'appuie sur pas mal d'autres enquêtes en socio de l'éducation, c'est de montrer que l'école quand même est centrale dans les stratégies de reproduction sociale, c'est-à-dire dans les stratégies qu'ont les parents pour avoir, au minimum la même position, que leurs enfants aient la même position sociale qu'eux, voire supérieure. Et en fait, pourquoi il y a l'école est au centre des stratégies? Tout simplement parce que en France, il faudrait voir si c'est le cas dans les autres pays, mais en France en tout cas, majoritairement, la position sociale est indexée à un niveau de diplôme. Donc, plus on a un niveau de diplôme élevé, plus on peut prétendre à des positions sociales hautes. Et à l'inverse, moins on a de diplôme, plus on a de chances d'être dans des positions subalternes et donc avoir une moins bonne qualité de vie et être anxieux. Et ce qui fait, et puis pour revenir aussi sur le truc, c'est que si on est contraint par les inégalités au présent, on ne peut pas se projeter dans l'avenir. C'est difficile de se mobiliser et de penser à l'avenir quand le présent pose déjà trop de problèmes. Donc l'école est un enjeu central et pendant très longtemps, on attendait, puis c'est ce qu'on essaye, en tout cas moi j'essaye d'expliquer aussi aux étudiants et étudiantes, futurs profs des écoles, c'est de ne pas penser qu'il y aurait des familles qui seraient désinvesties du scolaire, qui s'en foutraient, qui abandonneraient. C'est pas le cas. Vraiment, dans toutes les enquêtes qui ont été menées récemment, le diplôme et l'école sont quelque chose de très important pour pouvoir avoir des meilleures conditions. Donc c'est extrêmement investi, sauf qu'on n'a pas tous la même possibilité d'y réussir en raison de ce que montrait Bourdieu, etc. Sur il y a un arbitraire culturel à l'école, c'est-à-dire que l'école a tendance à à valoriser une culture qui est celle des cultures lettrées et dominantes, et donc les classes populaires ont plus de mal parce qu'il faut un véritable travail d'acculturation. Donc l'école est vraiment un élément central et notamment parce que c'est un des vecteurs les plus forts de la reproduction sociale. Pour réussir scolairement, il faut aussi avoir des ressources, et les ressources, c'est économique, mais aussi en termes de temps et en termes de capacité à aider les jeunes et les enfants, et ça, c'est pas distribué aléatoirement. C'est pour augmenter, en fait, il y a toujours cette idée de parvenir à avoir une trajectoire ascendante par l'école, quoi. L'école sauve, en fait, encore une fois, il y avait Poulaway qui disait que c'était l'arme des faibles, quoi. C'était le seul moyen pour monter dans la hiérarchie, pour pouvoir se battre et combattre, pour pouvoir augmenter, quoi. Ils ont très peu d'autres moyens que celui-là, quoi. Avec cette étude exploratoire que tu as faite, sous la forme de questionnaire, on a eu des premières pistes sur le rapport à l'avenir des adolescents. Est-ce qu'on peut imaginer creuser davantage ces premières pistes pour confirmer ou peut-être préciser ces résultats? Et si oui, comment? Sur quels aspects qui auraient été mis en avant dans cette enquête? Alors, j'invite vraiment à ce que les chercheurs et jeunes chercheurs investissent la question, parce que d'une part, comme on l'avait dit au départ, il y a eu très peu d'enquête sur le sujet, que nous, elle est encore une fois, comme tu l'as dit, exploratoire. C'est-à-dire que ce qu'on a montré là, même ça reste sur 501 lycéens qui sont, comme je disais, il y avait des biais de surreprésentation des filles et des classes supérieures. Donc il faudrait voir si la typologie mise en œuvre persiste ou même peut se subdiviser. Parce que, par exemple, comme je disais, il y avait très peu dans notre échantillon vraiment de classes
populaires et des fractions instables des classes populaires les plus précaires. Et donc, ça se trouve, là, il y aurait eu une troisième forme de rapport à l'avenir plus négatif ou bloqué, ou notamment si ils n'ont pas réussi la porte scolaire s'est fermée. Qu'est-ce qui se passe? Parce que là, encore une fois, moi, j'ai eu des gens qui sont allés jusque au lycée. J'ai pas eu ceux qui ont arrêté leur scolarité et lié aussi. J'ai globalement des bons élèves. Et donc, ce serait intéressant de poursuivre ça, d'aller aussi voir, de recruter en dehors de l'école, en fait, pour voir aussi ceux qui ne sont pas familiers ou familières de la culture scolaire, et aussi de mettre en avant, ce qui me semble essentiel, c'est au-delà d'affiner les catégories, c'est aussi de montrer qui ils sont, comment ça se passe, les mots utilisés et tout ce qui est en pratique, tous les processus, parce que moi, là, ça reste une enquête quantitative. Il faudrait compléter ça avec des choses plus qualitatives en regardant ce qu'ils font et elles font vraiment, en étendant aussi un peu plus leur voix, parce que là, à part les mots qu'ils m'ont dit, je leur ai ils ont répondu à des questions: à quelle fréquence tu fais ci, à quelle fréquence tu penses à ça, est-ce que il t'arrive de faire ça avec ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, ton copain, tes copines, etc. Mais je ne sais pas en fait comment ils en parlent concrètement, et là il y aurait pas mal de choses à voir. Et notamment aussi à creuser du côté des autres formes que la scolarité. C'est quoi la famille, c'est quoi l'idéal familial chez chacun de... parce que là, j'ai montré en fait ma typologie faite par définition, par les outils statistiques que j'ai utilisés. Ceux qui parlent de la famille s'opposent à ceux qui sont plus centrés sur l'école, qui s'opposent à ceux qui sont plus centrés sur leur avenir individuel, etc. Mais il faudrait voir aussi qu'est-ce qu'ils disent chacun de ces groupes, ce qu'ils disent de ce qu'ils pensent des autres avenirs. Moi, ça, j'en sais rien, et donc il faudrait voir ça. Et puis aussi, quitte pour prolonger aussi sur la question sur les inégalités, voir est-ce que ces rapports au présent et à l'avenir ont des conséquences objectives. Est-ce que leur champ du pensable, en fait, ce qu'ils pensent possible, est-ce que ils y arrivent aussi? Est-ce que ça devient vraiment un champ du possible, quoi? Alors, est-ce que le champ pensable se transforme en champ du possible? Et ça, il faudrait faire des études longitudinales pour voir ça. Et donc, il y aurait toutes ces choses-là. Sur plusieurs années, du coup, c'est ça? Ouais, longitudinal, ouais, c'est ça. C'est les suivre sur 5, 10, 15 ans, quoi. Merci beaucoup, Kevin. On espère que cet épisode vous a plu et vous a intéressé. Vous pouvez retrouver l'ensemble des ressources utilisées et proposées pour aller plus loin sur le site de l'INSPE de l'Académie de Lille Hauts-de-France, dans la rubrique Recherche. À bientôt!